Ouais, alors on va parler ensemble maintenant des premières annonces que Emmanuel Macron a pu faire ce soir à l'hôtel de Brienne. Et justement, on parlait du tourisme avec cette menace terroriste qui a priori continue de s'amplifier en France. La menace particulière que représente le terrorisme, et singulièrement le terrorisme islamiste. Et 10 ans après les attentats de Paris, si en une décennie nous avons beaucoup fait, le risque est là, toujours. Une remise en question des solidarités et un effacement des cadres qui ont été définis après la Seconde Guerre mondiale. L'hybridité croissante des conflits, ce qui brouille tous les effets de seuil. Paul Melun. C'est un panorama que dresse le président qui me paraît malheureusement très juste. C'est-à-dire que notre pays est exposé à des menaces très multiples, très dangereuses, des menaces cyber avec des cyberguerres, une pression, des tentatives d'ingérence d'un certain nombre de nos ennemis, la menace du terrorisme islamiste qui évidemment se poursuit avec nos services de renseignement qui sont excellents et qui déjouent un certain nombre d'attentats. Pour autant, il continue à y avoir des attentats qui se préparent et qui peuvent être perpétrés avec des complicités ennemies, des complicités étrangères et pour lesquelles la déstabilisation de la France est un objectif. Donc il y a ces menaces-là et puis il y a des menaces, disons, plus conventionnelles. Il y a la complexité dans le Moyen-Orient, bien sûr, avec l'Iran dans la zone, on l'a vu il y a très peu de temps avec les bombardements américains sur les infrastructures du nucléaire. Il y a évidemment le conflit russo-ukrainien. Il y a nos intérêts et nos possessions qui peuvent être menacés demain en mer de Chine. En fait, c'est pas un ennemi, c'est plurifactoriel. Et le président de la République a une phrase que j'ai trouvé assez juste. Il a dit que pour être libre, il fallait être craint. Et que pour être craint, il fallait être puissant. Eh bien oui, c'est ça tout l'enjeu du réarmement. C'est-à-dire que lorsque Donald Trump dit aux pays de l'OTAN, vous devez payer, vous devez monter à 5 points de PIB pour votre défense, quelque part, on n'aurait pas besoin de Donald Trump pour le savoir, mais il le faut. Nous avons vécu sur nos lauriers pendant des années. C'était agréable de vivre sous le parapluie américain aussi. Oui, c'était agréable, mais c'était une douceur très dangereuse finalement, parce que on s'est dit, vous savez, c'est la fameuse phrase de Fabius, les dividendes de la paix. On s'est dit pendant très longtemps qu'on allait bénéficier des dividendes de la paix, que notre génération ne connaîtrait pas la guerre. Et maintenant que la guerre est un peu partout dans le monde, on se réveille, passez-moi l'expression, avec la gueule de bois, et on se dit, maintenant il faut agir, il faut investir, il faut se défendre. Et en ces temps de 14 juillet où on va rendre hommage à nos soldats, je crois que le sujet du réarmement, le sujet de l'investissement dans le secteur militaire est fondamental. Il faut rendre à César ce qui est à César. Depuis 2018, le président de la République a quand même réinvesti assez massivement dans notre armée, là où ses prédécesseurs ne l'avaient pas forcément fait. Vincent Roy, on est toujours au niveau urgence attentat en France. Le président le rappelle constamment, effectivement, cette menace terroriste qui pèse sur notre pays. Faut pas alarmer, mais faut quand même rappeler au peuple français que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Oui, alors, je souscris absolument à tout ce qu'a dit Paul. Malgré tout, moi, j'ai beaucoup de mal de plus en plus à écouter Emmanuel Macron. Je vous avoue que vraiment ça me pose un certain nombre de problèmes, mais je ne le trouve jamais meilleur qu'en chef de guerre. Il a là un terrain pour se refaire la fraise, il a un terrain formidable. Et j'ai le sentiment qu'il en profite. Si vous voulez, lorsqu'il a fait parler avant lui, ce qui n'existe pas habituellement, un général, il y a 2 jours. Burkhardt, oui. Voilà, il a teasé considérablement son moment, et là c'est son moment à lui. Donc voilà, j'entends ce qu'il dit, c'est plutôt pertinent, et Paul a raison. C'est vrai que depuis 2018, il a fait en partie ce qu'il fallait. Encore que Trump a parlé, et a parlé fort, ce qui a redynamité, si j'ose dire, la volonté de nous réarmer. Surtout au niveau de la Commission européenne et de Mme von der Leyen, qui ne voulait pas en entendre parler jusque-là. Mais tu as raison, absolument. Donc, voilà, je trouve que c'est parfait, et je trouve que, mais après tout, c'est de bonne guerre. Je trouve que Emmanuel Macron profite de la situation pour se refaire la fraise, et c'est de bonne guerre. Oui, et puis c'est un peu le rôle aussi dans la 5e République du président, c'est l'esprit du domaine réservé, c'est l'esprit un peu gaullien du pouvoir, et effectivement, surtout dans un contexte où à l'Assemblée nationale, le président a plus vraiment la main, et où François Bayrou a plus vraiment la main, et pas grand monde n'a la main, en fait, sur les sujets internationaux, c'est là qu'il y a un rôle à jouer pour la France, accessoirement, que ce soit avec Israël face à l'Iran, que ce soit avec Zelensky face à Poutine, que ce soit en Afrique où quand même on se fait chasser depuis un certain nombre d'années par les Russes, par les Chinois qui utilisent un certain
nombre de pays. Donc à un moment donné, il y a aussi un rôle croissant de la France et c'est important, je pense, qu'en ce jour particulier demain, le 14 juillet, on l'ait en tête. Europe 1 sur Week-end, 19h40, vous le disiez, la Russie et forcément le président est revenu sur la Russie, on l'écoute. La permanence d'une menace russe aux frontières de l'Europe, du Caucase à l'Arctique. Une menace préparée, organisée, durable et à laquelle nous devrons être capables de faire face. Notre avenir européen est déterminé par cela et la nécessité de nous organiser pour répondre à cette menace et la dissuader pour maintenir la paix. La dissuasion, oui. C'est le mot, le maître mot. La dissuasion, et c'est pas que la dissuasion nucléaire, c'est aussi dissuader nos ennemis de nous attaquer. Et comment est-ce qu'on dissuade un ennemi de vous attaquer ? C'est comme dans la vie, si vous avez quelqu'un qui menace de vous attaquer, si vous êtes très fort et que vous faites 2 mètres et 100 kilos, il va plus réfléchir que si vous faites 1m60 et 50 kilos. C'est comme ça. Mais c'est pareil en diplomatie. Si la France, elle a une armée solide, si on a une armée technologique, si on a notre parapluie nucléaire qui fonctionne bien, peut-être qu'on réfléchira avant d'attaquer, bien sûr pas forcément la métropole, pas forcément, mais aussi nos territoires ultramarins, mais aussi nos intérêts stratégiques, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui les intérêts de la France ne se résument pas à ses frontières terrestres ou maritimes et va au-delà. Par exemple, le Groenland, qui fait partie de l'Union européenne par définition grâce au Danemark, va être aujourd'hui une terre de conquête pour plusieurs empires, comme d'ailleurs tout l'Arctique, tout l'Antarctique aussi, avec une volonté des Russes de prendre possession d'un certain nombre de zones jusqu'alors un peu abandonnées, que l'on croyait abandonnées, qui à la faveur du réchauffement climatique ne le seront plus, les impérialismes de Trump aussi au Groenland ou au canal de Panama, tout cela appelle aux Européens en général à une forme de vigilance renforcée et à arrêter de penser que seulement avec le commerce, seulement avec le marché commun, seulement avec nos idéaux et avec nos belles valeurs que j'aime beaucoup, humanistes et de paix, nous allons pouvoir nous en sortir que grâce à cela. Malheureusement, dans ce monde incertain, il y a aussi les avions, les chars, les bateaux pour se protéger. Un conte de fées, c'est fini en fait, Vincent Roy. Oh oui, c'est fini, mais enfin, il n'y avait pas grand monde non plus pour y croire. Ça, c'est une idée qu'on nous avait vendue, un monde sans guerre, Francis un monde... Fukuyama. Oui, mais voilà, mais tout ça était un peu naïf. Oui, c'est pas le conte de fées qui se termine d'une certaine façon, c'est le retour au réel. Et le réel, comme disait Lacan, c'est quand on se cogne. Et là, on est en train de se cogner. Alors, on se cogne effectivement en Russie, on se cogne en Moyen-Orient, on se cogne en Iran, on se cogne un peu partout. On voit bien que, d'ailleurs, le président l'a dit en préambule, qu'on était à un moment de bascule. Et c'est vrai qu'on est à un moment de bascule. C'est vrai qu'on voit un islamisme débondant. On voit des gens qui veulent installer des califats un peu partout. On voit Monsieur Poutine qui veut revenir aux frontières de la vieille Russie. On voit s'éloigner l'espérance d'une solution à 2 États entre Israël et Gaza et la Palestine. Donc voilà, tout cela fait qu'on doit se montrer effectivement fort, que en Europe, sauf peut-être Monsieur Macron depuis 2018, mais enfin c'est vrai qu'en Europe, on s'est dit mais non, mais de toute façon nous on n'a pas besoin, le militaire ne nous servira à rien. On voit maintenant qu'il faut en revenir à des positions, alors pour le coup très gaulliennes, de souveraineté de notre armée, souveraineté. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression quand même que l'Europe, ça s'effiloche drôlement. 19h43, Europe 1 sur Week-end avec Vincent Roy, à l'instant qu'on a entendu, et également Paul Melun. On se retrouve dans un petit instant, les informations de 19h45, et puis après, on continue de détricoter les annonces d'Emmanuel Macron. Bonne soirée avec nous sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. 19h46, et avec Vincent Roy et Paul Melun, on s'intéresse bien évidemment aux annonces d'Emmanuel Macron ce soir depuis l'hôtel de Brienne dans le 7e arrondissement de Paris. Vincent Roy, Paul Melun, ce soir, Emmanuel Macron est très ferme dans ses propos. Pour lui, la liberté est menacée, et ce depuis 1945. Un vrai moment de bascule. On écoute tout de suite le chef de l'État. Nous vivons un moment de bascule. Nous en apercevons depuis longtemps l'imminence, et ces bascules sont aujourd'hui effectives, et sans doute jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée, et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Oui, nous replongeons dans des années où l'histoire se fait.
Europe 1 Soir Week-end, 19h47. Le chef de l'État, donc, pour qui la liberté n'a jamais été si menacée depuis 1945. Le président Emmanuel Macron, qui, pour lui, donc, a fait le point et vraiment cherche à mobiliser les Français, Paul Melun. Oui, et puis sur la menace contre les libertés, il est vrai que les démocraties libérales, telles que l'on les a pensées après 1945, c'est-à-dire en opposition à deux modèles, l'Union soviétique et puis à l'époque le nazisme qui s'est effondré en disant on va créer les démocraties libérales et on va octroyer des droits, on va mettre en place des progrès, etc. On va mettre en place une économie de marché. Tout cela a été un modèle ultra dominant sur la planète pendant des décennies et on a l'impression que on s'imaginait qu'après 1989 et après la chute du mur, il allait y avoir une uniformisation autour de la démocratie. C'était du reste la thèse de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Finalement, Xi Jinping n'a pas embrassé la démocratie, ça se saurait. Monsieur Modi en Inde, moyennement. Les Russes et Poutine, évidemment pas. Trump reprend des accents quand même nationalistes, isolationnistes, qui sont bien différents de l'Amérique démocrate ou même républicaine du reste il y a quelques décennies. Donc, on est véritablement sur un retour à toute autre chose que les démocraties libérales. Et donc, évidemment que la liberté est menacée et que pour affirmer ce rôle de démocratie libérale, encore faut-il en avoir les moyens. Et que si nous n'avons que nos valeurs, mais que nous n'avons pas derrière des moyens économiques, des moyens sociaux, des moyens civilisationnels et culturels, et bien sûr des moyens militaires, eh bien, on prêchera dans le désert notre liberté, notre démocratie, nos valeurs voltairiennes, rousseauistes, je ne parle pas de Sandrine Rousseau, mais de Jean-Jacques, mais de toutes nos valeurs qui font notre fierté. Il faut pouvoir les porter, les affirmer. C'est aussi comme ça que s'est construite toute l'histoire de France, depuis Napoléon jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que là-dessus aussi, c'est vrai que la grande menace aujourd'hui, elle est pour les démocraties libérales. Vincent Roy, vous partagez cette idée de Paul Oui, Melun. totalement. Je pense que nous sommes depuis très longtemps enrubanés dans nos valeurs et que l'on a pensé, à tort, que ces valeurs pouvaient constituer une arme. C'est vrai en Europe et c'est particulièrement vrai pour nous. C'est-à-dire qu'on a pensé que les Lumières pouvaient nous servir d'armes. Eh bien non, on se rend compte aujourd'hui que cela n'a jamais suffi et que cela ne suffisait plus. On a besoin maintenant d'exister, d'être reconnu sur la scène mondiale maintenant comme un État ou comme des États en Europe, comme des États forts, puissants, avec, comme on le disait tout à l'heure, des armées puissantes, un nucléaire puissant, avec voilà. Et les seules valeurs qui étaient les nôtres et qui sont constitutifs de notre tissu, et en France tout particulièrement. Paul parlait de Voltaire, et c'est vrai que ça a irrigué toutes les lumières, vraiment. La Révolution française, c'est pas rien. Les droits de l'homme, voilà, qu'on a voulu d'ailleurs à tort souvent exporter en disant mais il y a que notre modèle qui vaille et celui des autres ne vaut pas grand-chose. On a toujours essayé d'installer ces valeurs comme garantes de la paix, d'ailleurs. Eh bien, on voit que dans ce monde moderne dans lequel nous baignons, eh bien, ça ne suffit plus et surtout, ça ne marche pas. C'est certainement ça le problème, c'est de penser que le monde doit penser comme les Français ou comme l'Occident. C'est notre défaut fondamental. De l'universalisme. Enfin, c'est sa limite. Oui, mais il faudrait déjà peut-être que nos pays voisins, à commencer peut-être par l'Allemagne, qui a une lecture très économique du monde, qu'un certain nombre de pays comme l'Espagne aussi, puissent moderniser leurs armées, dépenser de l'argent dans leur défense, parce que nous, les Français, la France est la première armée pour les Allemands, du continent 50 milliards européen. pour les Français. Voilà. Donc, à un moment donné, si vous voulez, alors l'Allemagne, pour des raisons historiques, bien sûr, a un peu traîné dans son réarmement, mais même les autres pays européens, on a fait de la France la locomotive de la défense européenne, ce qui, pour le coup, moi qui suis plutôt pour la souveraineté nationale, m'intéresse. On peut faire de la France une France non pas impériale, mais en tout cas une France qui guide les nations européennes autour de leur souveraineté et de leur défense. Mais pour cela, encore faut-il que nos amis allemands arrêtent d'acheter des avions américains et achètent peut-être français. On a avec Dassault des avions formidables comme le Rafale. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des mécaniques de souveraineté et de préférence, si ce n'est nationale, en tout cas européenne, en matière d'achat d'armes, en matière de solidarité, en matière aussi de paiement, parce que la France n'a pas vocation à porter toute seule sur ses épaules la défense du continent européen. Et donc il y a là vraiment une Europe des nations de la défense qui reste à constituer. On peut plus tellement compter sur le grand frère américain, puisque Donald Trump n'a plus vraiment envie de se soucier de ce qui se passe de l'Oural à Brest. Et donc, c'est à nous maintenant, désormais, qu'il incombe le rôle de nous défendre. D'ailleurs, Donald Trump ne s'y est pas trompé, il est allé tirer les oreilles de M. Sanchez en Espagne. Absolument.
Pour ce qui est Vous avez remarqué qu'il dépensait pas assez dans sa défense. Absolument. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron ce soir, il a aussi appelé à durcir notre capacité pour être craint. On l'écoute. Parce que la nation est confrontée à toutes ces menaces hybrides, à cette accélération de l'histoire, il n'y a plus d'arrière et il n'y a plus de front. Les conflits sont multiformes, multichamps, et supposent de la densité, ils supposent de durcir nos capacités, nos forces et la nation dans son entier. Et je le dis ici devant vous, nous y arriverons. Nous y arriverons pas seulement parce que nous serons mieux armés, mais parce que nous sommes lucides et unis, comme nous le sommes depuis 9 ans. Parce que nous avons anticipé ces transformations du monde, anticipé les investissements indispensables. Et à cet égard, il ne suffit pas d'abord de viser des pourcentages de budget, mais de viser ce qui nous élève et nous unit, une force d'âme, une détermination. Et au fond, soyons simples, pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Europe 1 Soir Week-end, 19h53. Il faut être craint, Paul Melun, comme l'annonce le président de la République. Oui, et je crois que la France a les moyens, je vais peut-être vous paraître un peu optimiste, mais la France a les moyens d'être craint sur la scène mondiale. Nous avons des atouts formidables. On a une industrie militaire et de défense qui nous permet d'avoir les capacités d'assurer notre défense, ce que beaucoup de pays dans le monde aimeraient bien avoir et qu'ils n'ont pas. Nous avons Safran, nous avons Thales, nous avons Dassault, nous avons plein de fleurons français qui sont prêts à relever le défi on a de notre industries réarmement en France qui travaillent Bien dans sûr. l'armement. Avec des bassins d'activité, des bassins industriels qui existent depuis des décennies et qui ne demandent qu'à être ravivés. Ça créera aussi de l'emploi et ça peut aussi être bon pour l'économie. Ensuite, on a aussi des capacités de recherche sur les sujets d'intelligence artificielle, sur les sujets d'innovation. Faut pas oublier que les nouvelles guerres vont aussi se placer sur ce terrain-là, je crois. C'est-à-dire sur la robotique, sur les drones. Regardez ce qui se passe, par exemple, sur le front russo-ukrainien avec l'usage des drones qui devient aujourd'hui un outil incontournable. C'est la même chose avec Tsahal. Regardez la façon dont Tsahal a organisé, ou le Mossad, les opérations qui ont été faites à Téhéran. Elles sont spectaculaires par aussi leur portée technologique. Donc, si la France veut être alignée, il ne s'agit pas d'avoir seulement des bataillons de centaines de milliers d'hommes et de concurrencer en termes de nombre l'armée, par exemple, russe ou l'armée indienne qui est extrêmement nombreuse, mais de concurrencer sur le terrain de la technologie. Et là, on a des atouts. Donc, technologie, industrie, des personnels de très haut niveau. Il faut quand même rendre hommage à nos militaires. On va le voir demain au défilé. On a des militaires exceptionnels dans les 3 armées d'ailleurs. Donc, il faut leur rendre hommage. Et je pense que un peu d'optimisme, ça fait pas de mal. On a en France ce qu'il faut. Après, il faut mettre du budget. Je crois que le président de la République veut doubler le budget d'ici à 2027. Donc, c'est ça aussi l'enjeu pour nous. Et il faut qu'on soit, également aidé par nos petits camarades, puisque on appelle ça l'Europe. Et effectivement, Paul le signalait tout à l'heure, il faut quand même pas que les Allemands aillent acheter leurs avions aux États-Unis. Ça fait pas bien dans le tableau au moment où l'Europe doit se rassembler. Alors on veut bien en être d'une certaine manière et en termes de défense le chef de file, le fer de lance, si l'on veut, mais il faut que tout le monde joue le jeu quand même. Emmanuel Macron qui vient de terminer d'ailleurs. On a actuellement la Marseillaise qui a retenti à l'hôtel de Brienne. Emmanuel Macron qui dans son discours a expliqué que nul ne peut demeurer immobile. Nous avons une avance, mais demain au même rythme, je cite, nous serons dépassés. C'est ce qu'a affirmé le président, chef de l'État, qui a appelé les parlementaires à voter le budget pour l'année 2026 quand il arrivera à l'Assemblée, car selon lui, les sanctions de fin d'année ont une conséquence simple. Elles décalent bien sûr le budget des armées. Vincent Roy, Paul Melun. Oui, de toute façon, évidemment, le président veut faire voter le budget. Ça paraît évident. Vous imaginez un président qui dit non, écoutez, au Parlement. Le Premier ministre tout autant, d'ailleurs. Et le Premier ministre encore davantage, si j'ose dire, puisque du budget, du vote du budget dépend sa survie au gouvernement. Donc, évidemment, tout le monde a intérêt à faire voter le budget. Non, plus sérieusement, sur le budget militaire, je crois que là, pour une fois, je peux être d'accord avec Emmanuel Macron. En tout cas, je vois que les propos du chef de l'État vous font bien sourire. Non, c'est un garçon souriant de nature. Non, Vincent, je suis souriant de nature. Non, mais cette posture me fait sourire parce que cette posture de chef de guerre, ces grandes formules, ça dure très longtemps, c'est très anxiogène, etc. Bon, il a l'impression que, après tout, c'est son domaine réservé, comme on le disait tout à l'heure, qu'avec cela, il va retrouver une stature et il va repeser, recompter dans le débat. Bon, il a peu de temps pour bien faire, puisqu'il a jusqu'à 2027. Il faut
faut qu'il se dépêche s'il veut continuer d'exister, parce que pour l'instant, il est un peu effacé, à la fois sur la carte de France, mais également sur la carte du monde, à mon avis. Vincent Roy, justement, à l'heure où on cherche des milliards et des milliards, le budget annuel pour nos armées, 50 milliards d'euros en 2025, l'Allemagne est à plus de 90 milliards. Oui. L'objectif, c'est d'atteindre les 90 à 100 milliards. Oui. C'est possible ou c'est impossible? Non, C'est une question de capital. priorité. Oui, C'est capital, c'est fondamental. Et après, c'est comment est-ce qu'on met en place une feuille de route budgétaire où on fait des économies là où il faut en faire. Et je crois qu'il y a encore des éléments où on peut faire des économies. Peut-être, par exemple, je donne une proposition là, à la volée, sur le millefeuille administratif et territorial de notre pays, il y a peut-être des fusions, des rationalisations, des simplifications qui nous feraient du bien et qui nous permettraient de dégager de l'argent. Vous voyez, il faut peut-être aussi revoir l'ordre de nos priorités, sachant que l'industrie de défense, c'est bon pour le PIB, que ça fait de l'emploi, que ça fait de la commande publique, que ça fait de l'industrie, que nos armes, évidemment, on les vend aussi à un certain nombre de pays dans le monde, c'est pas un scoop. Donc, il y a véritablement un cercle vertueux au plan économique à actionner. Ça nécessite peut-être quelques libertés avec les carcans budgétaires de Bruxelles, mais je ne doute pas que si Madame von der Leyen a un peu de bonne volonté et elle n'a pas la calculatrice entre les dents et ces règles de budget qui nous paralysent depuis des années et qui d'ailleurs n'empêchent pas l'endettement de filer, peut-être que on aura quelques feux verts aussi pour lancer ces grandes dépenses qui sont, je crois, plus que fondamentales puisqu'il en va de notre sécurité à tous. Paul Melun, Vincent Roy, merci d'avoir co-animé Europe 1 Soir Week-end avec moi ce dimanche soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis un bon défilé demain. Merci à vous.